Ok, bien noté. Maintenant qu'on a un petit peu défini le chemin, nous on va essayer de définir un petit peu ce chemin et de d'éveiller la curiosité d'un maximum de personnes qui nous regardent ici. J'aimerais peut-être commencer avec une petite introduction avec des termes qu'on nous cite souvent et qu'on nous explique peu. Mhm. Je pense notamment banque centrale, taux directeur. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle des banques centrales, le rôle des taux directeurs et leurs impacts? Alors, donc déjà, on va commencer par la Banque centrale. La Banque centrale, c'est l'entité qui gère la monnaie. Donc, on a la Banque centrale européenne qui gère l'euro, on a la Fed qui gère le dollar, et on a la Bank of Japan qui gère le yen japonais. C'est les trois principales. Après, il y en a évidemment une pour plus ou moins toutes les devises. Leur objectif, c'est de maintenir une stabilité au niveau des prix. Donc, l'objectif d'inflation, il est fixé à 2% dans la plupart des pays du monde, à ma connaissance. Et du coup, leur but, c'est vraiment d'assurer 2% pour, d'une part, maintenir l'emploi et également maintenir l'investissement. Si votre monnaie, elle se dévalue peu à peu à hauteur de 2% par an, bah, vous allez être incité à investir votre argent. Donc leur but, c'est vraiment de rendre cet objectif d'inflation à 2%. Un objectif qui n'a pas été atteint au cours des 2 dernières années, mais ils y travaillent. Et Mais est-ce que donc du coup, le historiquement, deuxième... est-ce que Ouais, historiquement, désolé de te couper, hein, mais est-ce que pas de historiquement, souci, ils aussi. ont bien fait leur boulot ou est-ce que c'est genre juste Bah, depuis peut-être 10-20 ans il qu'ils y a eu déconnent? Il y a eu des périodes de... Donc, il y a eu une stagflation dans les années 70 où il y a eu une multitude de facteurs qui ont fait que l'inflation a explosé. Si je dis pas de bêtises, elle a quand même touché 12 ou 13% aux États-Unis. J'ai pas le graphique sous les yeux, mais une inflation astronomique. Donc, est-ce qu'ils ont bien fait leur boulot? Ça dépend de la période. S'il y a eu des chocs inflationnistes, on va dire sous-jacents, comme par exemple, là, on a les prix du pétrole qui remontent. Et bah ça, c'est des risques qui pèsent sur le pouvoir d'achat des citoyens. Si pour aller au travail tous les jours, tu mets X centimes de plus dans ta voiture, bah ça va peser sur ton pouvoir d'achat, et c'est des facteurs qui alimentent l'inflation. Donc leur objectif, c'est 2%. Ils font ce qu'il faut pour essayer de le maintenir, mais parfois, moi, ce que je trouve surtout, c'est qu'ils réagissent trop tard. En fait, en 2021-2022, ils ont réagi, l'inflation était déjà à 6%, si je dis pas de bêtises. C'est long. Mais après, il faut savoir aussi que les banques centrales, pendant très longtemps, elles ont lutté non pas contre l'inflation, mais contre la déflation. Donc, contre le fait que l'argent devient de plus en plus fort. Et là, du coup, bah, ça incite les gens à conserver leur capital, parce que bah, plus t'attends, plus tes euros, ils ont un pouvoir d'achat. Ils Donc, gagnent t'as en aucun intérêt valeur. à l'investir ni à le C'est comme tes consommer. bitcoins. Donc, Pourquoi les dépenser alors ouais, qu'ils c'est ça. gagnent en valeur? Mais en fait, ils ont vu l'inflation s'envoler à 2, 3, 4%. Et ils se sont dit, mais on lutte surtout contre la déflation depuis un moment. On va rester patient sur ça. Et au final, l'inflation s'est envolée à des niveaux astronomiques. Donc, est-ce qu'ils font bien leur job? Ça dépend de comment tu vois les choses. Oui, ils essayent, mais parfois ils réagissent trop tard. Parfois, ils réagissent pas. Là, pendant très longtemps, ils n'ont pas réagi vis-à-vis de l'inflation. Donc c'est tout un débat. La monnaie, c'est tout un débat, et c'est surtout quelque chose de très complexe et qui nous dépasse même les plus grands experts. En fait, la monnaie est tellement complexe maintenant que c'est très très difficile. Et du coup, on parlait aussi des taux. Les taux Mhm. en soi, c'est un levier sur lequel ils peuvent appuyer ou en tout cas qui peuvent C'est ça. jauger pour justement appliquer leur politique monétaire. Je suppose qu'il y a quoi? Il y a les taux, il y a peut-être la masse monétaire aussi en elle-même qui peuvent Ouais. En impacter. gros, Ils peuvent, ouais. on va dire que les banquiers centraux, ils ont une boîte à outils qui leur permet de manager un petit peu leur monnaie. Donc on va avoir dans un premier temps les taux directeurs. Donc le taux directeur, ça représente à combien la banque centrale prête de l'argent aux banques commerciales. Donc les banques commerciales, en France, le CIC, BNP Paribas ou Crédit Mutuel, qu'importe. Mais en gros, là actuellement, le taux en Union européenne, le taux directeur est à 4,5%. Donc c'est-à-dire que si BNP Paribas va emprunter de l'argent à la Banque centrale européenne, elle l'empruntera au taux de 4,5%. Donc ce taux directeur, il sert aussi pour les citoyens. Bah, par exemple, là je vais contracter, enfin, si je contracte un prêt pour m'acheter une maison et que le taux directeur de la Banque centrale européenne est à 4,5%, bah, je sais déjà que Tu vas te faire mon allumer. taux va être ouais, déjà je vais me faire allumer, mais il sera forcément au-dessus de 4,5%, étant donné que bah, C'est le prix plancher, ma quoi. banque, ouais, c'est ça, c'est le prix plancher en fait. Donc ça, ça impacte en fait tout ça, ensuite la vie de tous les citoyens, parce que bah, ces banques, elles répercutent ensuite ces prêts qu'elles ont de la BCE aux consommateurs, à vous et moi, quand on fait soit un crédit conso, un crédit hypothécaire, n'importe quoi, et c'est quelque chose qui se répercute ensuite sur nous, quoi. Et donc pourquoi Ok. elle remonte, pardon, ces taux directeurs?
pendant ces dernières années, on a eu une inflation qui est grimpée jusqu'à 8-9% en France. Et du coup, le fait de lever les taux, ça désincite les gens à contracter des prêts. L'argent qui circule dans l'économie diminue et l'inflation ralentit. Donc, pour la petite explication, ça, c'est du côté de la hausse des taux, la baisse des taux. Si au contraire, ils veulent réactiver l'économie, parce que l'inflation est à 0%, là, ils vont baisser les taux, histoire d'inciter les gens à contracter des prêts et de l'argent dans l'économie. Donc ça va être... des taux négatifs? Ouais, il y a même des taux négatifs en 2020, par exemple, pour la crise, pour contrer la crise du Covid, il y a même eu des taux négatifs. Donc, c'est-à-dire que la banque payait des gens, payait les entreprises notamment pour contracter des prêts. Donc, je me rappelle que c'est Bernard Arnault qui avait dit, mais c'est dingue quand même. J'emprunte de l'argent et on me paye. Donc ça, c'était assez lunaire. Ça, c'est le premier outil des banquiers centraux. Et après, on va avoir d'autres outils donc, qui se nomment quantitative tightening et quantitative easing. Donc ça, c'est une notion un petit peu plus complexe, mais le quantitative easing, ça consiste pour la banque centrale à acheter des obligations qui sont des morceaux de dette d'un État ou d'une entreprise. Elles achètent ces obligations, et en achetant ces obligations, ça injecte de l'argent dans l'économie. À l'inverse, le quantitative tightening, c'est strictement l'inverse. Au lieu d'acheter ces obligations, elle les revend, et ça a pour conséquence de retirer de l'argent de l'économie. Donc on va dire que c'est les outils principaux des banquiers centraux. Et du coup, justement, tu parlais d'inflation. Est-ce que tu peux peut-être définir très simplement l'inflation et l'impact que ça a sur l'économie? Donc, l'inflation, simplement, c'est la vitesse à laquelle les prix évoluent. L'objectif des banquiers centraux, ça a historiquement été de 2%, donc ça fait des années que c'est 2% plus ou moins autour. Et comment ça impacte l'économie? Je pense que tous ceux qui nous regardent le savent très bien. L'inflation a été à 8,8% l'année dernière. Ces quelques dernières années, on a vraiment eu une forte période d'inflation, inflationniste. Et ça fait simplement que tous les consommateurs, tous les acteurs économiques perdent en pouvoir d'achat. Et du coup, pour contrer ça, c'est un peu difficile parce que pour contrer ça, la Banque centrale augmente les taux. Et cette augmentation des taux, elle fait que tout le monde investit beaucoup moins parce que y a moins d'argent. Donc ça crée un climat assez compliqué. Et à l'inverse, on a du coup la déflation dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui là, c'est la monnaie qui devient de plus en plus fort. Et ça, c'est également un problème. C'est pour ça qu'ils essayent de rester à 2% d'inflation. C'est pour pas être trop à la limite. Par exemple, s'ils avaient 1% d'inflation, ça irait très vite, le passage où il y a une petite inflation de 1% et une déflation en dessous de 0%. Donc c'est pour ça aussi que le taux, il a été fixé à 2%. C'est pour avoir une petite marge de main-d'œuvre entre petite inflation et déflation. Mais est-ce qu'on peut pas créer de l'inflation sans action nécessairement, par exemple, des banques centrales? Je pense notamment à tout ce qui est gaz, pétrole, etc., qui sont utilisés par tous, globalement, pour produire des services, des activités, transporter des marchandises, ce genre de choses. Est-ce que je peux être une entreprise, je sais pas, je suis une grande entreprise pétrolière, je suis un grand pétrolier, je décide, ok, maintenant, je limite les réserves qui sont mises en vente. Du coup, si j'ai un énorme impact, techniquement, s'il y a la même demande et qu'il y a moins de supply qui est disponible, le prix monte. Et donc, si le prix du pétrole monte, à ce moment-là, ça impacte l'économie mondiale. Et donc, à ce moment-là, ça impacte les prix des produits qui sont vendus en soi. Et donc, le particulier comme nous. Donc, par quoi peut être causée en soi l'inflation et quel est le rôle des matières premières? L'inflation, ça peut être causé par pas mal de choses. Donc, comme tu as dit, les prix de l'énergie, c'est vraiment quelque chose d'ultra important, étant donné que le transport, qu'il soit aérien, qu'il soit par ferry, donc tous les iPhones que Apple reçoit en France et qui viennent de Chine, Taïwan ou je sais pas trop où, ramenés en France grâce à des bateaux, grâce à des avions, grâce à n'importe quel moyen de transport. Mais en tout cas, ce moyen de transport, il fonctionne au pétrole, probablement. Donc forcément, les prix de l'énergie, c'est en plus quelque chose dont les entreprises ne peuvent pas se défaire. Elles peuvent pas se dire non, mais c'est pas grave, au pire, j'enlève le transport de ma marchandise. C'est impossible. On peut pas réduire ce coût en fait. Donc l'énergie est vraiment importante dans l'inflation et c'est quelque chose qui se diffuse en plus dans toute l'économie après, parce que que ce soit pour que les gens aillent au travail, pour qu'ils aillent chercher leurs enfants, pour qu'ils aillent faire des activités en famille. Leurs vêtements, tous les produits électroniques, absolument tout, est en partie contrôlé tout a un besoin d'essence, pardon, c'est plus clair. De même pour le gaz est extrêmement utilisé dans tout ce qui est industrie lourde, et l'industrie lourde, on en a tous plus ou moins à faire. On en a tous plus ou moins besoin de l'industrie lourde.
Donc ces deux énergies, elles sont vraiment prépondérantes dans le calcul d'inflation. Et qu'est-ce qui empêche certains acteurs peut-être d'être irrationnels à court terme en ce qui concerne le supply du pétrole qu'ils contrôlent et de leur mise en vente et potentiellement d'impacter le monde entier pour un bénéfice d'une autre manière, je sais pas. À quel point le prix du pétrole peut être manipulé, par exemple, parce qu'au final là, c'est le nerf de la guerre, hein, de ce que je comprends. Ouais, complètement. Bah, en fait, là, ce qui s'est passé en fait récemment, c'est très intéressant parce que on a eu du coup, je vais prendre le graphique du pétrole sous les yeux. On a eu en mars 2022, il y a eu une grosse montée du pétrole. Je vais peut-être partager mon écran, ce sera encore plus clair. Donc, en mars 2022, comme vous voyez, là, c'est le prix du baril, le Brent, donc c'est comment est calculé le prix du pétrole aux USA. Et en 2022, il y a eu une énorme augmentation du prix de pétrole. Qu'est-ce qu'a fait Joe Biden et les politiques américains pour essayer de conserver au maximum le pouvoir d'achat des consommateurs américains? Ça a été qu'ils ont tapé dans ce qu'on appelle la réserve stratégique de pétrole. Donc, en gros, c'est vous imaginez que quelque part aux États-Unis, il y a un endroit avec énormément de barils de pétrole et que ces barils de pétrole ils servent en cas d'urgence. En fait, s'il y a un besoin, si on n'arrive plus à s'approvisionner, bref, pour X raisons, on peut taper dans ces barils de pétrole, on en a d'avance, c'est un stock. Donc pour faire baisser le prix du pétrole juste aux États-Unis, les Américains ont décidé de libérer ces barils de pétrole pour créer justement de la supply et créer de l'offre, créer une nouvelle offre sur le pétrole américain. Et grâce à ça, ils ont réussi à maintenir un prix du pétrole franchement ok aux États-Unis. Donc les consommateurs étaient contents, ils n'ont pas mangé une trop grande baisse du pouvoir d'achat. Donc c'est très bien. Sauf que la contrepartie, c'est que la réserve stratégique de pétrole, entre-temps, elle s'est vidée. Ils ont monté, ok, c'est bien. La réserve s'est vidée parce que ils ont tapé dedans. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre 2022, Joe Biden a dit qu'il cherchait à racheter du pétrole en dessous de $70. $70, on va mettre un petit trait ici, comme ça sera clair. Il a dit, si on passe en dessous d'ici, je rachèterai du pétrole. Donc, comme vous l'avez vu, il a dit ça en novembre 2022, donc il part ici. Joe Biden, c'est le support, en fait. Ouais, Joe Biden, c'est le support. Sauf que, si on regarde, là, j'ai pas le graphique, faudrait que j'aille sur Internet, mais si on regarde la réserve de pétrole, en fait, elle s'est pas remplie. Il a pas racheté de pétrole comme il avait dit, ici, sur ces niveaux-là. Sauf que, entre-temps, l'Arabie Saoudite et la Russie, même de manière plus générale, les pays producteurs de pétrole, ils se sont dit, on va ralentir la production de pétrole, comme ça, on va faire monter le prix on va faire monter le prix. Et là, qu'est-ce qui se retrouve un petit peu en position d'échec et mat? Les Américains, étant donné qu'ils ont pas racheté du pétrole comme ils avaient dit en dessous de $70. Mais pourquoi leur réserve de pétrole s'est vidée. Là, pour le coup, c'est une grande question. Il a dit en novembre 2022, je rachèterai du pétrole sous $70. Il l'a pas fait, et maintenant, il se retrouve en échec et mat parce qu'il a pas envie de racheter son pétrole plus cher à $86 le baril. Il a fait comme Caroline. Il a fait comme Caroline. Je sais Max bid sur le FTTR et ça passera pas en dessous. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, là, les États-Unis, ils sont bien en position d'échec et mat. Je sais pas si le pétrole ira jusqu'à 100, 110, 120, j'en sais rien. Mais en tout cas, si ça arrive, là, pour le coup, ils pourront pas protéger le consommateur américain. Et Biden, il a pas envie de ne pas protéger le consommateur américain alors que les élections arrivent dans 1 an à peu près. Donc là, on se retrouve dans une belle position d'échec et mat. Et je sais pas si c'est volontaire, si la Russie a vu que les réserves stratégiques des USA étaient basses et qu'ils se sont dit tiens, on va les faire cracher. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour répondre à ta question à quel point le prix du pétrole peut être manipulé. On a potentiellement un élément de réponse ici. C'est vraiment un enjeu géopolitique. C'est un jeu de stratégie. C'est une folie, hein. C'est littéralement un jeu de stratégie. En fait, c'est tellement important. C'est tellement important à l'échelle d'un pays le prix du pétrole que forcément ça devient un enjeu majeur quoi. Donc voilà, c'est ce genre de truc qui est intéressant. Qu'est-ce qui explique que je sais pas le prix du pétrole il explose pas parce qu'en gros je dis des choses de manière naïve, tu me coupes hein. J'ai l'impression que on produit du pétrole, mais on en consomme plus que ce qu'on en produit. En tout cas, les réserves planétaires, elles font que baisser. Enfin, genre, en tout cas, on a atteint, de mémoire, ce que j'avais entendu, c'est qu'on avait atteint notre pic de productivité en termes notre pic de production en termes de pétrole et que maintenant, on allait que baisser, alors que en soi, notre consommation ne baisse pas. Donc, ça veut dire que techniquement, il y a moins de pétrole qui est disponible tout court.
Et la demande reste la même, voire augmente. Comment ça se fait que, par exemple, le pétrole est pas à 150, 200 ou 300, ou qu'on flambe pas, ou qu'on est... parce que du coup, là, c'est manipulé clairement à la baisse, comme à la hausse peut-être à court terme. Est-ce que tu peux peut-être commenter ça? Moi, encore une fois, je connais pas du tout le sujet. Le but, c'est justement de t'avoir sur ce sujet pour peut-être compléter tout ça. En fait, le prix du pétrole, déjà, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Donc, sur les pays producteurs de pétrole, comme je t'ai dit juste avant, l'OPEP qui décide de ralentir sa production de pétrole volontairement pour soutenir le niveau de prix, qu'on va avoir déjà ça. Mais aussi, on essaye de plus en plus, enfin, c'est quelque chose qui est assez beau finalement dans les marchés. Mais comme le prix du pétrole augmente, et qu'il les voit augmenter, parce que comme tu as dit, la supply n'est pas infinie du pétrole, on va avoir plus le prix du pétrole va monter, moins les entreprises seront incitées à fonctionner au pétrole, et du coup plus elles vont accélérer leur changement vers quelque chose de plus vert, plus écologique. Donc ça c'est mon opinion purement personnelle, mais mécaniquement plus là si le pétrole il flambe à 230 dollars, elles vont toutes essayer de limiter à fond leur consommation de pétrole et à chercher des alternatives. Au bout d'un moment en fait ouais c'est ça. À part si t'es vraiment forcé. Mais si tu peux te permettre de trouver des alternatives au pétrole quand son prix explose, c'est tout bénef. Tu fais vraiment des économies de dingue. Donc pour moi, il y a en fait ce jeu entre l'offre et la demande, c'est simplement plus le pétrole est cher, plus les entreprises vont essayer de limiter leur consommation de pétrole, de leur limiter leurs utilisations du pétrole. Et si le prix du pétrole vient de là péter son sommet et qu'il flambe à 130, 140, 150, évidemment, il va y avoir de l'inflation. Hein. Tout le monde ne va pas supprimer le pétrole du jour au lendemain, c'est pas possible. Mais en tout cas, toutes celles qui seront en mesure de faire des efforts, elles feront des efforts vers des technologies plus vertes, renouvelables. Elles essaieront de trouver des solutions. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que on crée, en tout cas peut-être certains essayent de créer, de manipuler le prix pour créer un range artificiel, pour que les prix ne s'enflamment pas, pour que les gens continuent de consommer du pétrole et ne soient pas incités à faire une transition. Parce que eux, en tant que détenteurs de pétrole, ils n'ont pas d'intérêt actuellement, à part si eux, ils ont une alternative à vendre, que on utilise une autre source d'énergie, quoi. C'est comme si d'un coup Apple du jour au lendemain ils disent ok bon à partir de maintenant le prix d'entrée pour un iPhone c'est 20 000 euros. Désolé mais ça va être compliqué quoi tu vois. Là c'est pareil mais pour un produit on va dire indispensable donc ils peuvent pas non plus se permettre d'absolument faire n'importe quoi. S'ils augmentaient le prix du baril à 200 balles il y a forcément des entreprises qui se forcent de l'acheter à 200 balles hein, qu'on soit d'accord. Le pétrole ne s'arrêtera pas du jour au lendemain ça prendra du temps mais en tout cas il y a quelque chose de beau dans le fait que on sait qu'il y a une urgence dans une urgence climatique, on sait qu'on a besoin de faire des efforts là-dedans. J'ai pas du tout un discours alarmiste sur le réchauffement climatique ni rien. Je dis juste que c'est quelque chose finalement d'assez mécanique. Plus le prix du pétrole va monter parce qu'il y aura moins de pétrole, plus les entreprises vont être forcées à trouver des alternatives. Comme je te disais tout à l'heure, en fait, au final, lors de la stagflation des années 70, c'est toujours une petite part de lumière. Il y a quelque chose de beau là-dedans, c'est-à-dire que ça a forcé les entreprises à se remettre aux normes au niveau écologique, etc. Bref, il y a des choses intéressantes, même dans les événements qui paraissent très compliqués.